Les combats se poursuivent dans l'est de l'Ukraine plus de 100 jours après le début de la guerre. Volodymyr Zelensky assure que l'Ukraine remportera la victoire. La guerre en Ukraine risque de provoquer une crise alimentaire, notamment en Afrique. Vladimir Poutine promet donc de faciliter l'exportation du blé via les ports ukrainiens. Les combats se poursuivent dans le Donbass plus de 100 jours après le début de l'invasion russe en Ukraine. C'est dans cette région que se joue désormais une guerre d'usure sur le long terme, selon les mots du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Mais malgré les avancées russes, les Ukrainiens résistent, notamment dans la ville de Severodonetsk, où les soldats de Moscou auraient été en partie repoussés selon le gouverneur de la région de Louhansk, Serhiy Haidai. Dans le même temps, les évacuations de civils se poursuivent, comme ici à Kostiantynivka, dans la région de Donetsk. En visite dans un hôpital de Kiev vendredi pour remercier les soignants, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré que l'Ukraine remporterait la victoire. Il y a exactement 100 jours, nous nous sommes tous réveillés dans une réalité différente. Lorsque les Ukrainiens sont réveillés non pas par les rayons du soleil, mais par les explosions de missiles qui frappent nos maisons, alors ce sont des Ukrainiens complètement différents qui se réveillent. Depuis 100 jours et après 8 ans, nous nous battons pour ces 3 mots. Paix, victoire, Ukraine. Après 100 jours de guerre, l'économie ukrainienne est lourdement impactée et 15,7 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence, selon le coordinateur de crise des Nations Unies pour l'Ukraine, Hamid Awad. Pour Volodymyr Zelensky, l'Ukraine a besoin de 5 milliards de dollars par mois pour continuer à fonctionner. Alors que l'inquiétude grandit concernant les approvisionnements en céréales en raison de la guerre en Ukraine, le président russe s'est dit favorable à ce que ces produits quittent les ports de la mer Noire, y compris les ports sous contrôle ukrainien. Vous pouvez tout à fait exporter le blé via les ports maritimes sous contrôle ukrainien. Tout d'abord les ports de la mer Noire, Odessa et les ports voisins. Nous n'avons pas posé de mines dans les ports ukrainiens, c'était l'Ukraine. J'ai dit à mes collègues à plusieurs reprises, laissez-les déminer pour que les navires chargés de blé puissent quitter ces ports. Nous garantirons leur passage en toute sécurité et sans problème. Le président sénégalais et dirigeant de l'Union africaine, Macky Sall, a rencontré vendredi le président russe pour le persuader d'autoriser le transit de céréales en provenance d'Ukraine afin d'éviter une famine massive dans les pays africains. Macky Sall s'est dit rassuré après cette entrevue, même si aucun texte n'a été officiellement signé. Selon le porte-parole de l'ONU, toutefois, un accord quadripartite entre la Russie, l'Ukraine, la Turquie et l'ONU semble possible. Nous avons vu beaucoup de commentaires positifs de diverses capitales, ce qui est encourageant. Mais je ne suis pas en mesure de confirmer des dates ou de vous fournir un calendrier à ce stade. Une autre solution pourrait venir de Minsk. Alexandre Loukachenko s'est dit prêt à autoriser le transit de céréales ukrainiennes via le Bélarus vers les ports de la mer Baltique, s'il est autorisé en contrepartie à expédier des marchandises bélarusses depuis ces mêmes ports. Plus de 100 jours après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, la plupart des Russes soutiennent l'intervention militaire de leur pays, même s'ils semblent s'y intéresser un peu moins. Le centre Levada, le seul grand institut de sondage indépendant du pays, a enquêté sur la perception de la guerre. Selon lui, 73% des personnes interrogées estiment que cette opération militaire spéciale est un succès. Mais pour son directeur, Lev Gudkov, c'est le résultat d'un lavage de cerveau. Il s'agit presque d'un blocus total de l'information et de censure. Une énorme partie de la population s'informe uniquement à travers la télévision. Et c'est de la télévision que viennent cette démagogie agressive, ces mensonges, cette propagande dans la ligne du régime, avec la manipulation des images et des affirmations radicales. On ne parle pas seulement d'un impact soudain de la propagande actuelle. Le sujet est bien plus profond. La propagande a remis à jour ces couches qui s'étaient développées à l'ère soviétique et qui la caractérisaient. C'est la psychologie d'une forteresse assiégée,
C'est la lutte avec l'Ouest, c'est faire bloc autour de la direction du pays. D'un point de vue général, on semble être revenu à tout le contexte de l'époque soviétique. L'opposition à l'Occident, les deux puissances, combattre l'ennemi, s'appuyer sur le capital moral de la victoire sur le nazisme et reprendre la rhétorique de la lutte contre le nazisme, peu importe qui sera déclaré nazi aujourd'hui. Il y a un soutien à la guerre, il y a une approbation des actions de Poutine, sa cote reste à un niveau très élevé, comme c'est toujours le cas pendant les campagnes militaires, pendant la deuxième campagne de Tchétchénie, pendant la guerre en Géorgie ou l'annexion de la Crimée. Maintenant, sa cote de popularité s'approche du maximum. Pour protester contre la censure grandissante contre certains livres aux États-Unis, l'autrice féministe Margaret Atwood a édité une version très particulière de sa dystopie La Servante écarlate. Le livre ne peut pas être brûlé et résiste à une température de 400 degrés. Cette édition unique sera mise en vente par la maison d'enchères Sotheby's le 7 juin. Les revenus de la vente seront versés à l'organisation PEN America qui lutte pour la défense de la liberté d'expression. C'est un trésor caché depuis longtemps. Les joyaux de la couronne portugaise sont désormais exposés au palais royal jamais achevé. Ce dernier abritait la dernière dynastie dont le règne a pris fin lorsque le pays est devenu une république en 1910. Les visiteurs peuvent donc enfin découvrir plus de 1000 pièces dont de nombreux bijoux incrustés de pierres précieuses. Cette tortue pourrait être unique au monde. Carapace blanche et yeux rouges, ce bébé né en mai dans un zoo en Suisse est le premier albinos de son espèce jamais observé. Sa naissance est exceptionnelle à plus d'un titre. Ces tortues géantes des Galapagos, qui pèsent jusqu'à 200 kg une fois adultes, ont du mal à se reproduire en raison de leur taille. Des chefs-d'œuvre de l'art préhistorique en plein Marseille. La réplique de la grotte Cosquer, aussi appelée le Lascaux sous-marin, a ouvert ses portes ce samedi dans la cité phocéenne. Cette grotte, avec ses dessins datant de 30 000 ans, a été découverte en 1991 par Henri Cosquer dans les profondeurs des Calanques de Marseille. 30 ans après, ces merveilles peuvent enfin être dévoilées au grand public. J'ai travaillé depuis le début là, sur la reconstitution, surtout avec mes yeux, pour aider les artistes peintres, les plasticiens qui ont fait toutes les concrétions et tout. Voilà. En même temps, c'est pour se rapprocher au maximum de la réalité. C'est la société Kléber-Rossillon qui a été choisie pour conduire et gérer ce projet de 23 millions d'euros après avoir réalisé 2 autres copies de grottes préhistoriques, celle de Lascaux en Dordogne et de Chauvet en Ardèche. Un musée a également ouvert ses portes à Marseille. On a tout un espace qui va apporter le contexte paléolithique. Pourquoi est-ce qu'il y avait des grands pingouins dans la rade de Marseille et peints donc à la grotte Cosquer il y a 30 000 ans et pourquoi voilà, et aujourd'hui pourquoi est-ce que le niveau de la mer a monté depuis la période glaciaire. Véritable trésor préhistorique, la grotte Cosquer, située à 37 mètres de profondeur, compte 229 dessins de 13 espèces animales. Les œuvres de l'artiste Joan Miró s'invitent pour la première fois au musée Chillida Leku à Hernani dans le Pays basque espagnol. Le musée consacré à l'artiste basque Eduardo Chillida a ouvert grand les portes de la ferme Zabalaga pour accueillir des sculptures, des dessins et des gravures du surréaliste catalan. Les deux artistes étaient à leur époque de bons amis. L'exposition est à voir jusqu'au 1er novembre. À l'occasion du bicentenaire de sa naissance, la peintre française Rosa Bonheur est mise à l'honneur au musée des Beaux-Arts de Bordeaux avec une rétrospective inédite de son œuvre qui met notamment en lumière sa fascination pour les animaux. Véritable icône de la libération de la femme, Rosa Bonheur a placé le monde vivant au cœur de son œuvre et de son existence. Il s'agit de la première rétrospective consacrée à l'artiste depuis 1997. L'exposition est à voir jusqu'au 18 septembre. Le musée Van Gogh d'Amsterdam présente Color as Language, une exposition rétrospective des œuvres de l'artiste américano-libanaise Etel Adnan. L'exposition comprend 72 de ses œuvres présentées aux côtés de 10 œuvres de Vincent Van Gogh, qui a été une importante source d'inspiration pour Etel Adnan. Le musée Van Gogh a développé l'exposition en étroite collaboration avec l'artiste avant sa mort en novembre 2021.